D'accord. Bonsoir, ravi de vous retrouver à nouveau et on entame donc tout de suite notre interview pour ce soir qui concerne la situation politique et économique de l'Égypte avec nos invités, Dr Cherif Eldemedesh, analyste politique, ravi de vous avoir avec nous, et Monsieur Hicham Khattab, membre d'administration dans l'association Développement Industriel, ravi de vous avoir avec nous aussi. Donc, on voudrait commencer quand même par une bonne nouvelle. L'agence de notation Moody's a relevé la note de l'Égypte de faible à stable. Donc, déjà un bon indicateur, mais on voudrait mieux comprendre cela, que signifie cela, et quels sont les critères qui ont contribué justement à relever cette note. Oui, premièrement, c'est-à-dire cette hausse-là, ça juge la capacité d'un pays de servir ses dettes extérieures. Les critères qui ont mené à cette hausse de la notation, oui. Exactement. Premièrement, c'est relié à la stabilité politique. C'est-à-dire, il y a une atmosphère stable, bien sûr, les élections d'un nouveau président avec cette masse majorité, et la constitution, tout ça, c'est les paramètres d'une stabilité politique. Deuxièmement, la stabilité ou bien l'amélioration de la situation de sécurité. Bien sûr, tous, disons, il y a, disons, un genre d'amélioration. Je ne dis pas que c'est le comble, mais sur le sol, on voit maintenant que les attentats, par exemple, contre les touristes, alors, ce qui se passe sur le sol, disons par ces vendredis et les confréries, tout ça, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est sous contrôle. Alors, deuxièmement, c'est la situation sécuritaire, elle a amélioré. Troisièmement, bien sûr, les projets, les grands projets qui ont été lancés et qui sont très, comme on dit, promettantes. Et surtout, la capacité d'engendrer ces fonds de financement de 64 milliards de livres égyptiennes dans une semaine, ça donne un index que le pays, il est en train de récupérer, bien sûr, sa capacité économique. Quatrièmement, l'Égypte, le service des dettes, il a payé tous les, disons, les dettes extérieures. Exactement, les installments, disons, elle a subvenu à ses obligations. Les échéances. Exactement. Alors, tout ça, c'est-à-dire le problème, ça jaillit quand un pays s'arrête de payer ses dettes extérieures. Au contraire, on a payé le dette 500 millions pour Qatar, on a payé, disons, un part pour la Turquie. Alors, notre capacité de servir nos dettes extérieures, c'est impeccable. Et dernièrement, disons, la performance économique à l'intérieur, c'est-à-dire le programme de disons, la réforme des subventions. Je ne dis pas que ça a été élevé complètement, mais il y a eu une réforme, disons, surtout sur l'échelon du pétrole, de l'essence, et la hausse dans les prix de l'électricité, du gaz, tout ça. Alors tout ça, c'était des réformes qui étaient demandées par avant, même par la Banque internationale, si vous vous rappelez. Alors cette performance, c'est-à-dire le gouvernement, il a attaqué des problèmes concernant l'économie intérieure, disons le déficit du budget intérieur. Il y a eu des décisions, il y a eu un avancement bien ressenti sur ce sol. Alors, ayant tous cette performance-là, c'est ça les critères qui ont affecté la décision de Moody.
Et sûrement que cela signifie l'attraction d'investissements étrangers, c'est-à-dire que là, l'ambiance est assez rassurante pour les investisseurs. Avec l'influx d'investissements extérieurs, la note va être haussée de passable. On l'espère bien. Oui. Bon, Monsieur Khattab, concernant justement ces subventions, une décision assez courageuse à un moment difficile sur le plan économique, surtout pour le citoyen ordinaire égyptien qui a subi 3 années difficiles, mais qui a quand même apporté ses fruits. Donc, parlez-nous de ces subventions. Savez-vous, avec une volonté politique plus une volonté populaire, on peut avoir du succès. Maintenant, nous avons un président qui, comme on dit les Français, ils disent « rit bien qui rit le dernier ». Il était un homme calme, intelligent, il a réussi à sauver l'Égypte. Il peut reconstruire notre économie. Vous savez, l'économie égale production. Pour faire une production, il faut investir. On a les ouvriers chez nous, dans cette région-là. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est le capital. Dans notre région-là, les Arabes ont les capitaux. Avec une coopération avec eux, on peut faire un marché arabe. Avec un marché arabe, vous savez, un projet, toujours le premier problème, c'est d'avoir un acheteur pour la production. Mais chez nous, on importe environ 50% de notre nourriture. On importe beaucoup de choses qu'on peut les fabriquer ici. Je peux vous raconter une petite histoire. J'étais avec mon petit-fils, Ahmed Badawi, et il m'a dit « Je veux acheter une bicyclette pour l'amener chez nous à la maison. » Je lui ai dit « Oui, avec plaisir, mais on doit chercher quelque chose fabriqué en Égypte. » Il m'a dit « Oui », avec un petit sourire. Alors, le lendemain, je suis allé avec lui chercher une bicyclette fabriquée en Égypte. Dans tous les magasins, je n'ai rien trouvé. Alors, lui, il était poli, il n'a rien dit. Je lui ai acheté une chinoise, puis ça marchait. Pourquoi on ne fait pas notre production? Pourquoi on l'importe? Tout d'abord, on a comme marchandises importées deux sortes de marchandises. Il y a des marchandises qu'on a une production égyptienne. Il faut le protéger. Il faut, avant d'importer n'importe quelle marchandise, de le contrôler par les caractéristiques pour savoir si il est bon ou il est mauvais. S'il est bon, excellent, distingué, c'est-à-dire la production égyptienne va faire le même. Si c'est mauvais, comme on le trouve au Ataba, à Tahrir, il utilise des accessoires très mauvais, mais quelquefois roulés. Alors, pour ça, il faut protéger la production égyptienne. Il faut encourager les capitaux pour faire des industries. Une industrie, ça veut dire un travail pour beaucoup de gens. Et vous savez, on a fait un grand projet, le projet du canal. Le canal, maintenant, est un projet national. Le canal est possédé 100% pour l'Égypte, c'est-à-dire les certificats sont des prêts avec un intérêt. Ainsi, pour les projets qu'ils vont faire au canal de Suez, la responsabilité de chaque projet est de son propriétaire, c'est-à-dire l'Égypte n'a pas de responsabilité. Les responsabilités, c'est limité, c'est juste de lui donner une terre. Puis... Ainsi, on a maintenant l'énergie, il faut
On reviendra en détail à l'énergie. Bon. Mais je voudrais avant bien analyser ce point que vous avez abordé. Par où commencer pour reconstruire notre économie? Donc vous avez dit le capital. Est-ce que vous êtes d'accord pour le capital ou bien il faudrait donner aussi un peu d'importance aux petites et moyennes entreprises? Et il y a des degrés d'investissement. Vous avez ici le problème de la masse, de la majorité. Ce n'est pas un problème de grands capitaux. On a besoin maintenant de créer, c'est ça, c'est-à-dire il y a, comme on dit aujourd'hui, le facteur social. Pour réanimer l'économie égyptienne, actuellement, vous devez avoir recours aux projets, les petits projets, les moyens projets, pour créer des emplois pour cette, disons, pour 60% des Égyptiens qui ont au-dessous du seuil de la pauvreté. Ça, c'est très important. Alors là, l'économie doit avoir un rôle social. Il faut réanimer la campagne égyptienne, le sud de l'Égypte. Tout ça, on peut aller, disons, dans deux chemins parallèles. Un, c'est le chemin des microfinance et tout ça, et les moyens, tout ça. Ça, c'est disponible. C'est-à-dire, on ne peut pas répéter la même faute. C'est-à-dire, quelle était la même faute? La même faute, c'était, on a eu, disons, une prospérité sur les grands projets. C'était le problème toujours de la distribution des gains. C'est-à-dire, on a eu des projets, disons, nationaux très importants. Même disons, le niveau de pourcentage de la croissance économique, ça a été un chiffre très raisonnable au temps du régime passé, c'est-à-dire on s'est approché de 7%. Parce qu'on avait le tourisme aussi. Exactement, ce n'était pas mal. Mais le problème, c'était la distribution du retour. Alors aujourd'hui, on ne peut pas répéter, c'est-à-dire, ok, le président, il a une vision, c'est-à-dire dans tout le monde, quand vous allez une période économique de récession, il faut faire travailler disons, les projets de travail public. C'est-à-dire faire des chemins, creuser des canaux, c'est-à-dire quelque chose qui est relié à l'infrastructure Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bouger l'économie par le projet du nouveau canal. Il y a plus que de 70 contracteurs qui travaillent. Il a créé du boulot, du travail pour la même œuvre. Ok, ça c'est les grands projets. Tout ça, c'est très important, mais il faut avoir toujours deux volets. D'accord. Monsieur Khattab, si je reviens au marché arabe, cette idée que vous avez soulevée, est-ce que vous pensez que dans les circonstances actuelles du monde arabe, l'idée d'avoir un marché commun arabe serait une idée réussie? Ils sont obligés parce que la sécurité maintenant dans la région est faible. L'investissement est faible. Alors, ils doivent faire, ainsi que l'énergie du pétrole, ça va changer. Ils doivent avoir d'autres sources. Nous sommes ici en Égypte. La balance de l'économie. Ici, si l'économie en Égypte est bonne, ça va donner un peu de sécurité pour la région tout entière. C'est-à-dire nous sommes dans un bateau, ensemble. D'accord. Si on revient à l'idée de la récession, est-ce que vous pensez que le gouvernement prend effectivement des mesures concrètes concernant la récession? Bien sûr, c'est-à-dire, je viens de... Outre les subventions. Oui, mais
vous parlez de la récession économique. Oui. Mais je vous ai dit que une des instruments de combattre la récession, c'est activer les travaux publics. Alors exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire l'axe de développement du canal du Suez, je parle pas simplement du nouveau canal, mais le nouveau canal en lui-même comme un projet indépendant, Oui. il a fait travailler aujourd'hui plus de 70 compagnies contracteurs. Ça crée, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la récession? C'est que la récession, simplement, c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Oui. Alors, c'est un cycle. Il n'y a pas de income pour les individus, ils ne peuvent pas acheter les marchandises, il n'y a pas de circulation. C'est ça le cycle, c'est-à-dire le chômage est lié à la récession. Il faut comprendre ça du point de vue économique. Le chômage, il est lié à la récession toujours. Alors, quand vous combattez le chômage, vous créez des emplois, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat, il va hausser, les gens, le cycle de l'économie, il va être accéléré. Alors, on commence par les grands projets de travaux publics, comme le nouveau canal, comme l'axe de développement du canal du Suez. Il y a 3 zones, l'Ismaïlia, Suez et Port Saïd. Toutes ces régions-là, ça va créer des forces, des chances d'emploi. On va la circulation maintenant et le système économique, disons, il va circuler. C'est ça comment combattre la récession, les investissements. Et quand mon cher collègue, il vient de dire actuellement que, si vous vous rappelez de l'Union européenne, c'est-à-dire, elle a commencé toujours par un marché commun. C'est ça. C'est-à-dire à la base de toute alliance, de toute coalition L'intérêt commun. Politique et même militaire, à la base toujours, c'est la coopération économique. Les Arabes actuellement, ils ont constaté, comme mon cher collègue il vient de dire, que leur sécurité nationale dépend d'être ensemble. On ne parle pas d'unité là, mais au moins qu'ils forment un front commun. Alors, pour former cette coalition, il faut avoir toujours ce genre de coopération économique à la base. À la base de la politique, c'est pour cela qu'ils sont deux, disons, sciences liées ensemble. Économie et politique. D'accord. Monsieur Ratop, si on revient à la qualité du produit égyptien, très bonne. Et puis une autre question, pourquoi exige-t-on aussi la perfection du produit égyptien? On aimerait bien entendu qu'il atteigne cette perfection, mais en comparaison par exemple avec les produits chinois qui sont importés par l'Égypte, ils sont vraiment de qualité excessivement médiocre. Vous savez, il y a un contrôle pour l'importation. Ça veut dire quand la marchandise vient, vous devez vérifier les caractéristiques de la marchandise. C'est pour protéger qui l'achète, premièrement, parce que, par exemple, si vous achetez une lampe moins chère, et après la lampe, ça brûle, ou ça c'est un danger là. Malheureusement, c'était pas l'importation, c'était pas contrôlé. Mais pour les produits chinois, c'est la même chose. Il y a des produits chinois pour l'Europe, pour l'Amérique, distingués, et il y a des mauvaises marchandises qui viennent ici. Oui, mais pourquoi? Et ça, les Chinois le répètent, c'est le choix des commerçants égyptiens. À cause du prix, ils viennent, ils voudraient les produits au prix le moins cher. Mais pourquoi, par exemple, les responsables ici en Égypte permettent l'entrée de ces produits en Égypte? C'est ça. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la question. Exactement. Il faut protéger la production égyptienne. Tout d'abord, il faut entrer des bonnes qualités pour que la production égyptienne essaie de faire l'appareil.
Mais avec des mauvaises productions, alors on n'arrive pas à améliorer notre production. Et vous savez, dans cette époque-là, c'est pas pareil comme l'époque d'avant. L'époque avant, on avait des compagnies publiques qui cherchent à vendre à un bas prix. Alors, ils n'ont pas de profit. Sans profit, ils peuvent pas changer les machines parce que les machines s'améliorent. Les machines, il y a électronique, c'est pas pareil comme chacun. Il y a un changement, un nouveau. Mais je vous dirais, par exemple, pour l'Europe, elle a fermé la plupart de ses usines et elle fabrique ses produits en Asie. La plupart des usines en Europe, mais avec certains critères de qualité. Bien sûr. Donc, pourquoi, par exemple, ne ferait-on pas cela en Égypte, mais avec des critères de qualité? C'est le contrôle. Si c'est moins cher, c'est la faute de contrôle. C'est la faute de contrôle de l'importation. Bien sûr. Et une autre chose, pourquoi vous ne prenez pas les modèles distingués, là, les marchandises distinguées, et vous faites des usines, des fabriques pareilles, avec un investissement? Il faut toujours, avant d'importer, de faire ici la production, parce qu'une production ici, ça veut dire du travail pour les gens. Si on ne travaille pas, comme il a dit le docteur Sharif, il faut, s'il ne prend pas l'argent pour dépenser, ça veut dire... oui, il y aura une récession. Bon, docteur Sharif, vous avez un commentaire? Oui, c'est très rapide. Oui. Bien sûr, on constate tout le monde pourquoi la question. 3 raisons. Trafic noir, c'est-à-dire smuggling. Beaucoup de ces marchandises, ils ne passent pas par les douanes, tout ça. Deuxièmement, négligence. Troisièmement, corruption. Donc c'est toujours le travail des responsables à faire. Bien sûr, c'est pas le travail de l'acheteur. Mais l'acheteur aussi, il doit avoir une certaine vigilance. Et il n'a pas le luxe de ce choix. La pauvreté lui-même d'acheter le moins cher. Mais c'est la responsabilité de l'État de ne pas procurer ces marchandises minables. Et comme mon cher collègue vient de dire, la priorité doit être de fabriquer en Égypte. C'est ça. Et non pas importer et emporter des marchandises médiocres. Mais toujours, quand vous avez une constatation louche, il y a quelqu'un qui profite. Il y a de la corruption. Ça... Bon, passez maintenant à l'énergie et surtout à l'énergie solaire, qui est un projet qui traîne quand même en Égypte depuis des années et des années. Alors, où en est-on avec l'énergie solaire? Il faut, avant de faire un village, il faut, avant de donner la permission, il faut que soit limité avec une station, c'est-à-dire une station solitaire. Avec, vous savez, en Allemagne maintenant, environ 25% de l'énergie électrique est faite par les stations solitaires. Les stations solitaires, c'est une énergie renouvelable, ça finit pas. Et en Allemagne, qui est presque pas le soleil. Et prospère. C'est facile. Il y a des stations, j'ai entendu qu'il y a des stations maintenant que la Chine fait un assemblage pour les stations. Pourquoi nous, comme en Égypte, comme des Égyptiens, pourquoi on ne fait pas l'assemblation ici? L'assemblation ici pour des stations solitaires, ça va nous donner l'expérience, ça va nous donner moins frais. Ça vous donne après que vous serez à un point de construire des stations solaires égyptiennes 100%. On espère en tout cas que l'Égypte va faire des avancées dans ce dossier, surtout que nous avons le soleil toute l'année. C'est très regrettable quand on compare cela à l'Allemagne qui ne voit presque pas. Il y a un projet maintenant par l'Allemagne. Pour faire une grande station solaire au Maroc, pour l'exportation d'électricité. Vous savez, la vitesse d'électricité
est très facile, ça veut dire dans quelques secondes, comme la lumière. Oui. Ouais. Pour c'est facile pour l'exportation, pas de problème avec. Concernant l'électricité, il y a eu quand même une grande hausse du prix de l'électricité. Oui. C'est un point intéressant. Oui, par mois. Le prix s'est diminué beaucoup maintenant. Ça arrive à 90 piastres. Ah bon, vous trouvez? Avant, c'était 4 fois de plus. Avant, vous voulez dire l'année dernière? Maintenant, je pense que le coût, n'est-ce pas, le docteur, est environ 90. C'est-à-dire ça arrive au même que le pétrole. En tout cas, les gens payent cher l'électricité par mois. C'est-à-dire, tout le monde se plaint. Regarde des fois, le mot, le docteur a parlé cher pour l'économie, c'est pas grave. Un ouvrier qui paye cher, c'est pas grave. Mais un ouvrier qui travaille pas, qui n'a pas de salaire, ça c'est grave. Il faut travailler. Quelqu'un qui travaille pas, si c'est à bon marché, est-ce qu'il peut l'acheter? C'est impossible. Quelle était votre question? La suivante. Non, quand vous avez débuté par parler de l'électricité, je sais pas. Oui. Oui. Oui, j'ai parlé du prix de l'électricité. Bien sûr, il a haussé. Parce que on ne peut pas subvenir, c'est de donner des subventions aussi à l'électricité. Mais quand vous regardez sur le prix de l'électricité pour la classe en dessous du seuil de pauvreté, ils n'ont pas été affectés. Ceux qui ont été affectés, la classe moyenne et la classe... mais en tous les cas, par exemple, les plantes, disons, les plantes, les usines d'électricité, ils reçoivent du gaz qui est subventionné. C'est-à-dire, à peu près 35% des subventions du gaz vont aux usines de production d'électricité, les plantes de production. Alors même, c'est ça, ils n'ont pas encore, vous payez pas le market price de l'électricité jusqu'à ce point, jusqu'à ce moment-ci. Ok, on a haussé les prix, on a élevé les prix, mais encore, le gaz qui fait travailler les plantes d'électricité, les stations d'électricité, le gaz là c'est subventionné. Alors, yani, c'est cher parce que exactement le salaire moyen de l'Égyptien est faible. C'est notre pouvoir d'achat qui doit être amélioré et non pas la solution, c'est pas les subventions. Il faut créer de nouveaux travail, il faut élever le niveau des salaires, mais tout ça, c'est quand l'économie il va tourner en créant de nouveaux emplois, des nouveaux investissements, mais pas par le système de subventions. Ce n'est pas la solution, malheureusement. D'accord. Monsieur Khattab, quels sont les produits dans lesquels l'Égypte devrait vraiment investir? Comme je vous ai dit, on doit faire une liste pour nos importations, pour voir les marchandises qu'on n'a pas une production égyptienne. Puis après, il faut faire des études pour les projets, des études de capital, terre, permission, ça veut dire qui va venir doivent avoir une seule fenêtre. Un projet complet. C'est-à-dire n'importe quelle personne peut le prendre. On ne peut pas dire qu'on a vendu cette terre pour certain prix et l'autre pour certain prix. Non, non. Il y a des projets que l'Égypte a besoin. Voilà les frais, voilà la place, voilà la terre, voilà la permission. Allez-y. Qui veut venir, vient, c'est prêt. Il n'a pas de difficultés.
Et concernant l'agriculture, vous ne trouvez pas que vraiment l'Égypte devrait, c'est-à-dire vivre sur moins de 4% de la superficie de l'Égypte jusqu'aujourd'hui, c'est quand même grave? C'est un problème malheureusement trop tard. On a commencé avec Sadat, avec le 6 octobre, et avec le Sadat et avec le Ramadan, la ville de Ramadan, mais on n'a pas fait des communations, c'est-à-dire ils doivent avoir des maisons, des facultés, les services. Les services, bien sûr, les hôpitaux, tout à fait ensemble, pour quelqu'un qui reste et il a tous les moyens pour vivre, c'est-à-dire pas changer de place. Vous avez un commentaire pour la Oui, bien sûr. Un peuple qui ne peut pas subvenir à ses besoins alimentaires, il ne peut pas être un peuple libre. Et qui importe? Exactement. La question, c'est la suivante. S'il y avait quelqu'un qui disait, toujours vous entendez dire qu'il y a 1,5 milliard en Chine et le problème, c'est pas les 90 millions. Mais la vérité, mon ami, c'est 90 millions d'Égyptiens, ils vivent sur 50 000 kilomètres carrés. Mais les 1,5 milliard chinois, ils vivent sur 10 millions de kilomètres carrés. Ils sont répandus sur ces... Alors, bien sûr, la seule sortie de nos problèmes, c'est l'expansion dans le désert. C'est-à-dire, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas... Ça, c'est des décisions stratégiques. Mais qui ira, docteur Cherif, qui ira dans le désert sans service, effectivement? Il doit avoir une infrastructure, il doit avoir des chemins, il doit avoir des villes, des hôpitaux, des écoles, c'est-à-dire une vie complète. Et il y a un moyen de transport. Oui. Bien sûr, ça c'est connu, on ne va pas jeter les gens dans des camps de concentration. Bien sûr. Mais la seule sortie pour l'économie égyptienne, la seule solution, c'est la sortie de la, disons, du prison de la vallée du Nil. Et pourquoi les hommes d'affaires n'investissent pas justement dans ce secteur-là? Chacun se dise, voilà, moi je vais construire une école, une autre personne un hôpital, une troisième personne un Il faut chercher la centre production. commercial. La production, c'est ça. Comme il a dit pour l'axe du développement du docteur Farouk, je pense que c'est très important parce que c'est un projet national et ainsi pour établir les frais, l'argent qu'ils vont payer pour faire ce projet-là. Les gens qui vont prendre l'argent vont dépenser l'argent en Égypte. Alors ça va faire une circulation. Oui. Et encore les terres dans les deux côtés, ça va donner des milliards et des milliards. Et ça va faire des communautés. Oui. Non, je voulais simplement... Bon. Et après, il faut, comme j'ai dit, c'est pas les services. Il faut avoir des services, oui. Des facultés, des hôpitaux, oui. Et ainsi des usines pour que les gens travaillent, des compagnies pour vivre. Comme vous venez de citer l'importance de l'agriculture, une des projets nationaux que le président a déclaré, c'est de cultiver 1 million de fédans. Ce qui est éminent, qui est tout de suite maintenant, c'est à peu près 1/4 million de fédans dans la zone à la frontière ouest, c'est-à-dire le passage de développement dont mon cher collègue vient de citer de Faro El-Bez, c'est là-bas vers le côté libyen. Ils ont commencé pour cultiver 230
1000 Fédans à côté du Alamein et tout ça. L'eau existe. L'eau existe Dans l'eau ce coin-là, oui. souterrain. Alors, le projet national de 1 million de Fédans, ça commence par cette zone de développement dont on parle, parce qu'il y a une rivière souterraine qui coule. Puis après, on va continuer dans le sud, tout ça. Alors bien sûr, l'addition de 1 million de Fédans à l'agriculture, c'est un pas dans un programme très courageux qui veut aboutir à 5 millions de Fédans dans les 10 prochaines années. Donc, d'une manière générale, avec les réformes économiques et politiques qu'on a entamées jusque-là, est-ce que vous êtes optimiste pour les quelques années à venir? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, comme je vous ai dit, s'il y a une volonté politique avec une volonté populaire, surtout nous sommes en Égypte. En Égypte, c'est le climat, le meilleur climat dans le monde entier. Vous avez des déserts, comme il a dit. Vous vivez sur 5% de la terre. Vous pouvez faire beaucoup de projets, vous pouvez faire beaucoup d'investissements. Maintenant, l'eau, ce n'est pas un problème. Si vous avez l'énergie, vous pouvez aller... Bon, le temps a passé vite avec vous. On est arrivé à la fin de cette édition. Je vous remercie beaucoup, de nous avoir je vous remercie ce soir. Oui. Donc, je remercie donc... Un point, je dis qu'on l'a oublié, que chaque personne de chez nous, il doit faire serve l'Égypte. C'est un honneur pour lui. Alors, je suis pour le conseil qu'il a fait le président. Il a pris beaucoup de gens comme Ahmed Souel, comme l'ingénieur Ibrahim Samak et Rani Azir. C'est une idée très, très, très bonne. Ces gens-là peuvent donner leur expérience en Égypte et leur expérience à l'étranger. Et avec d'autres, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et tous les employés doivent travailler aussi. Le travail... que vraiment le taux effectif de travail par jour était de quelques minutes sur les 7 ou 8 heures de travail par jour. Il faut contrôler le travail. Le sort des Égyptiens, il est uniquement dans la main des Égyptiens. Il faut travailler. Pour qu'un Égyptien travaille à l'extérieur très bien, il est distingué. Le contrôle. C'est le contrôle. Oui, le parce système. C'est la loi. Voilà, parce qu'il y a une supervision, il y a des répercussions pour les gens qui ne travaillent pas. Donc, jusqu'à ce qu'on ait ce système, on espère que les Égyptiens vont se rendre compte que l'Égypte a besoin du travail consciencieux des gens, de tous les employés. En tout cas, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et Indépendant.